Le massif du Jura est riche de ses sources. Il en existe de multiples formes. Sources jaillissantes, rivières souterraines s'échappant d'une cavité ou d'une galerie noyée, sources filtrant à travers des éboulis. Modeste source émergeant d'un versant. Je pense que ça descend dans la terre et ça passe dans les failles de calcaire qui après passe dans la rivière. Ça circule sous les roches. Alors ce que je sais sur les circulations souterraines, c'est que l'eau pénètre dans les plateaux calcaires, qu'elle creuse des galeries verticales et que lorsqu'elle arrive sur une couche d'argile, ça provoque une source en amont, enfin je sais pas comment vous dites, à l'extrémité de la couche de rocher, quoi. Voilà. La compréhension des paysages et de la géologie est une question d'échelle d'observation. De loin, les barres calcaires épaisses et massives paraissent imperméables aux infiltrations. De près, la roche est compacte et parfaitement étanche. Si l'on prend un peu de recul, la roche présente de nombreuses discontinuités, fissures, joints stratigraphiques, failles. Certaines de ces discontinuités sont élargies par le passage de l'eau et les phénomènes de dissolution du calcaire. Cheminées karstiques, galeries, grottes et cavités plus ou moins vastes. Les plateaux et les reliefs sont entaillés par des profondes vallées ou par des canyons. Par endroits, les couches sont intensément plissées ou redressées. Au cours des temps géologiques, l'érosion a décapé plusieurs centaines de mètres de roches qui manquent aujourd'hui dans le paysage. Le relief du Jura est marqué par des formes karstiques typiques, que sont des lapias sous couverture forestière ou nues. Des dolines, petites ou grandes. Des effondrements et des gouffres. Des pertes dans lesquelles disparaissent des ruisseaux. Par la fonte des neiges, je pense. La pluie aussi. Par les eaux de pluie. Je vois pas d'autres. Hein? La neige aussi. Bah, c'est la pluie aussi, enfin, c'est les précipitations en général, quoi. Voilà. Oui, elle vient du ciel, hein. C'est l'eau de pluie, ma foi, l'eau de pluie qui va charger le bassin. Ouais. Le fait que le sol soit karstique, l'eau ne reste pas. Hein. L'eau est absorbée par notre végétation qui est très dense, et sinon elle passe tout droit. Donc en dehors de nos lacs, de nos rivières, il y a quand même peu de points de rétention d'eau, sauf les tourbières qui font partie de ce réseau absolument à préserver. Moi je me suis souvent demandé, est-ce qu'il n'y a pas interconnexion avec d'autres réseaux souterrains ou éventuellement des pertes amont du Lesseau? On a quelques sources qui viennent de très loin, et certainement des Alpes dans le Jura, puisqu'elles augmentent de débit dans les périodes très chaudes. Donc elles doivent être alimentées par des glaciers très loin. Ça, c'est possible. Quelquefois plusieurs jours, c'est ça? Comme ça, je sais pas, je dirais 2000 mètres.
Ouais, je dirais même pas 10 minutes. Ouais, 2 kilomètres à pied, on met quoi? En marchant tranquillement 20 minutes. Là, s'il y a du courant et tout ça, je dirais même pas 10 minutes. Ouais. Une semaine? Oui, je pense plutôt une semaine. Nous, les temps de réaction de la source, on les voit assez rapidement. Je dirais qu'après une pluie violente sur les points les plus hauts du massif, c'est un temps de réponse de 24 à 48 heures. Donc c'est des temps de réponse rapides, hyper rapides. Un ruisseau temporaire en cas de fonte des neiges qui arrive dans une doline, on imagine que ça disparaît tout de suite. Donc forcément, ça peut ressortir dans la vallée 10 heures après, enfin quelques jours. Sinon, pour ce qui est la pénétration sur les pâtures, sur les prés, les forêts, après voilà, c'est du goutte à goutte, du remplissage de nappes phréatiques qui peut durer. Enfin voilà, ça peut être très long, j'imagine. Cette source a un débit énorme en période pluvieuse, mais après quelques semaines sans pluie, la source s'est tarie. Pourtant, d'autres sources conservent un débit conséquent même après plusieurs mois sans précipitation. Comment peut-on expliquer ce phénomène ? La réponse, il faut aller la chercher sous terre, dans les galeries souterraines où l'on peut observer le passage de l'eau. Certaines gouttes traversent le massif en quelques jours, et c'est de loin le volume le plus important. D'autres gouttes cheminent très lentement dans les fissures de la roche et assurent ainsi une alimentation régulière des sources en période d'étiage. Pour reconnaître les circulations souterraines, les hydrogéologues utilisent une méthode très simple qui consiste à colorer les eaux. Les sources sont équipées d'instruments de surveillance. J'ai mis en place un fluorimètre de terrain. C'est un appareil qui va nous permettre de mesurer la sortie du traceur sur un pas de temps de toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, il va analyser l'eau et il saura exactement quand le traceur que nous allons injecter va ressortir à la source. Ici, une ancienne décharge communale, toujours utilisée pour les déchets verts et les gravats, est posée sur un lapiaz encore visible au pied du talus. Les infiltrations dans le lapiaz vont être tracées en déversant du colorant mélangé avec de l'eau apportée par une citerne. Le colorant est visible dans la source située à 2 km de la décharge, 4 jours après son injection. Et n'étant pas natif du village, je suis allé voir le maire parce que l'eau était brune, je sentais une odeur particulière. Et le maire m'a dit « Oh, mais c'est bien, non mais là, elle est belle. Hein. » Pour ma commune, on voit bien que le fait que l'eau descende de 300 mètres dans un banc de roche ne la filtre pas. Et donc il faut absolument qu'elle soit déjà pure au départ pour arriver pure au fond dans la source pour les consommateurs, pour tout le monde. Donc c'est d'abord un effort de tous, c'est un effort de tous pour protéger l'eau par l'activité industrielle, par l'activité des jardiniers du dimanche, par l'activité des agriculteurs. C'est plutôt l'élevage avec les lisiers, les choses comme ça qui pourraient polluer. Voilà, je ferais ça. Puis les villes aussi. Voilà. Enfin les villes, les habitations. Les déchets, je pense.
les déchets, tout ce que je vois qui peut polluer comme ça. On a des points d'entrée directs sur notre réseau. Donc c'est là où on peut avoir vraiment des incidents, que ce soit on retrouve de la matière organique, on retrouve au niveau de l'activité humaine propre, les métaux lourds, on n'a pas d'industrie, donc on n'a pas de souci avec les métaux lourds. Au niveau des pesticides, on n'en a jamais, on en a, pas dire quelques traces, mais c'est vraiment infime. C'est vraiment quelque chose d'infime par rapport au traitement. On a quand même l'avantage d'avoir une zone boisée relativement importante. Tout ce qui est rejeté de façon incorrecte, y compris dans nos tout à l'égout, quelqu'un qui met des hydrocarbures, de la térébenthine, je ne sais trop quel produit polluant. Certes, ça passe dans les assainissements, mais les stations ne traitent pas ce genre de choses. Donc clairement, l'eau ressort pas comme elle devrait. L'eau et la qualité de l'eau est un problème majeur, mais c'est surtout par le réchauffement climatique que ça nous apportera des problèmes. Parce qu'on a des périodes très arrosées et des périodes très sèches. Et donc dans ces périodes très sèches, alimenter les troupeaux et alimenter les humains avec de l'eau potable deviendra à moyen terme un gros problème. Quand on voit des photos, on se rend compte de cette fragilité. Et du coup, on est quand même attentif aux dolines, à toutes les marques qui prouvent que dessous, on est dans un sous-sol karstique et qu'il faut faire attention. Et on sait qu'il y a eu des pratiques pas très correctes et qui ont pu amener des vraies pollutions dans nos eaux. Donc l'eau est à tout le monde. Voilà. Forcément, toute activité engendre, entre guillemets, je dirais, une pollution, même si le degré est toujours très relatif. On a quand même une responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont en aval par rapport à ce qu'on leur rend. Parce qu'on a une activité agricole qui devrait être peu polluante, il suffit de protéger les rejets d'habitation et les rejets industriels pour maintenir une haute qualité. C'est pas très compliqué si on veut s'en donner les moyens. Notre zone, notre bassin versant, on le connaît relativement bien maintenant, oui, avec les colorations qui ont été faites au moment de l'étude hydrogéologique. Donc les dolines majeures, enfin les gros points d'injection qui sont en contact direct avec la partie active du réseau, on les connaît précisément. Ouais. À l'avenir, il faudra toujours être de plus en plus pointu sur la protection de l'environnement, dans tous les métiers, et en particulier dans le métier agricole. Il y a les cahiers des charges des productions qui limitent le volume de lait par exploitation, donc aussi le nombre de chargements de bêtes à l'hectare. Tout ça fait qu'on converge vers une limitation des excès flagrants, quoi. Mais nous, on a nos armes en Franche-Comté par rapport à ça, par rapport à l'appellation d'origine, au fait qu'on a interdit le robot de traite pour pas faire d'usine à vaches, d'usine à 1000 vaches qui ne vont jamais en champ. Ça, on ne verra pas ça dans la région Franche-Comté pour tous les producteurs de comté. Donc c'est un peu une protection à long terme quand même intéressante. Aujourd'hui, on ne pourrait plus attribuer un permis de construire sans penser station d'épuration individuelle ou collective. Mais voilà, on ne laisserait pas les égouts aller n'importe où. L'eau est une ressource quand même et il faut absolument la préserver, comme ça on en est bien conscient. Donc que ce soit les comités de communes, que ce soit nous au niveau du syndicat, c'est vrai qu'on travaille beaucoup pour ça. Donc on investit quand même 500 000 € chaque année de travaux pour entretenir nos réseaux, tout ça, on remet des compteurs de section et tout ça pour justement pas qu'on ait des fuites sur des portions de réseau qui sont difficilement visitables, quoi. Ouais. Après, on a aussi, nous, à travailler pour peut-être consommer moins d'eau et pour faire tenir nos propres ressources, parce que c'est aussi un des créneaux qu'il faut travailler. On n'est pas obligé de laver sa voiture tous les jours. Je pense que les collectivités ont un rôle important
par rapport aux gens, montrer que maintenant, il y a d'autres choses que les phytosanitaires. Et puis, peut-être qu'il faut qu'on change aussi notre regard. C'est-à-dire que dans nos villages, avoir des villages qui ressemblent à Besançon, c'est-à-dire sans un poil d'herbe sur les trottoirs, avec du dallage comme ça, non. Je pense qu'il faut qu'on arrive à admettre que, il peut y avoir de l'herbe sur les trottoirs. Je pense que c'est ce regard aussi qui doit évoluer. Dire que c'est pas la peine de mettre des bacs, faire village fleuri, si on traite pas, si on traite à outrance et on combat l'herbe. Il y a d'autres moyens alternatifs, les zones engazonnées, les trottoirs engazonnés. Globalement, qu'il y a une prise de conscience par la population des enjeux environnementaux, quels qu'ils soient, tout confondu, et que même si on a l'impression d'être un grain de sable, c'est un grain de sable avec un autre grain de sable, et puis c'est comme ça qu'on fait changer les choses.